Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 l'hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 3 novembre. Découvrir un site et un sport olympique. Près de 70 enfants accompagnés par le Secours populaire étaient ce vendredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont pu notamment s'essayer au BMX. Thomas Montero est notre invité fil rouge pour cette émission, délégué départemental de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous évoquerons avec lui la très vaste problématique de la fin de vie, alors que ce jeudi se tenait la 10e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour sur les festivités autour d'Halloween, avec notamment un trail spécial organisé au Clé-sous-Bois. Je vous le disais en titre, favoriser l'accès au sport et tenter de réduire les inégalités. 70 enfants ont découvert ce vendredi le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, mise en place par la section locale du Secours populaire français. Cette opération a permis à ces petits chanceux de s'essayer aussi au BMX. Nicolas Dandry, Grégory Canalet. La position, c'est pas comme ça. C'est ni comme ça. C'est là, je me redresse. C'était une première pour la plupart de ces enfants de 7 à 15 ans, venus d'Elancourt, de Trappes ou encore de Guyancourt. S'essayer au BMX, vaincre peut-être une peur et vibrer au rythme des bosses. Une initiation d'abord en douceur avant de tester pour les plus téméraires la piste olympique qui accueillera l'entraînement des athlètes pendant les JO 2024. En fait, on a comme des traces lignes blanches. On doit essayer de passer entre eux avec le guidon. On doit tourner comme des zigzags et on doit réussir le mieux. Là, on fait des bosses. Enfin, on essaye de faire des bosses et tout avec le vélo pour s'entraîner, quoi, pour si on veut venir des professionnels. Il fallait vraiment prendre beaucoup de l'élan. Après, je pense que ça va y aller. Et c'était vraiment cool parce que ça faisait une petite sensation. Il y en a qui ont un petit peu de difficulté à se mettre debout, déjà juste de synchroniser le pédalage et de voir jusqu'où ils peuvent aller pour franchir une bosse correctement sans danger. Après le BMX, les jeunes Yvelinois ont visité le Vélodrome national, une journée découverte du site olympique pour faciliter l'accès au sport, moyen d'expression et vecteur de lien social pour le Secours populaire des Yvelines. C'est primordial de rendre accessible le sport pour pouvoir faire en sorte que les enfants et les familles puissent s'évader du quotidien et qu'ils puissent découvrir des sports qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de connaître. Dans l'après-midi, les enfants ont pu rencontrer le champion français de BMX Romain Racine avant d'assister à un entraînement, une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Suite et fin du dossier de la rédaction consacré au marché de l'après-vie avec une victoire pour l'environnement et la nature. Les produits phytosanitaires sont interdits dans les cimetières depuis le 1er janvier 2017. Les communes sont donc obligées de réfléchir à de nouvelles méthodes pour les entretenir. La ville de Versailles s'est vue récompensée d'ailleurs récemment pour sa politique environnementale dans les cimetières. La ville de Saint-Cyr-l'École, elle, a entrepris des travaux. Reportage de Mélanie Poquet. La nature reprend vie autour des 12 000 sépultures du cimetière des Gonards de Versailles. Depuis 2009, la ville n'utilise plus de pesticides dans ces 4 cimetières. Ça implique non plus de chercher à supprimer l'herbe, mais à de la réintroduire. Donc on a fait énormément de réengazonnement d'allées, de trottoirs même. On a supprimé toutes les haies qui nous prenaient du temps. C'est avoir une réflexion globale quand on travaille sur le zéro pesticide. C'est pas chercher à supprimer l'herbe, mais à la réintroduire. Réintroduire le plus possible de végétal, pailler systématiquement avec du broyat de bois tous les arbustes, les massifs fleuris, les pieds d'arbres également. 18 hectares d'espaces verts sont aujourd'hui labellisés éco-jardin. Du gazon est planté, des zones sont revégétalisées là où le béton était installé. Il y avait anciennement des caveaux qui avaient été placés et donc comme il n'y avait personne, du coup on a gardé cette parcelle-là pour pouvoir mettre des vivaces dans ces parterres. Avant le zéro phyto, 130 000 litres de produits mélangés étaient répandus dans les cimetières versaillais. Un pacte a aussi dû franchir la commune de Saint-Cyr-l'École. Avec la loi Labbé, les produits phytosanitaires sont interdits depuis le 1er janvier 2017. Dans l'ancien cimetière, 46 000 € ont été investis dans des travaux. Un décapage complet, enlever la terre
sur plusieurs centimètres de profondeur pour enlever les racines. Ensuite, on a réapporté là-dessus de la terre végétale et on a planté un gazon spécial à pousse très lente. Quand il sera terminé, ça sera une pousse très très serrée qui empêcheront les mauvaises herbes de pousser. Un cimetière géré par un agent des services techniques, c'est le plus grand des 2 lieux de sépulture de la commune avec près de 1000 concessions. Quand vous regardez la taille des cimetières, arrachés à la main une par une, c'était pas possible de le faire. Donc le fait d'engazonner ici toutes les allées, ça permettra de ne plus avoir ce problème. L'autre cimetière, c'est un peu différent parce qu'il est entièrement vert, lui, et il a été créé pour ça dès le début. Malgré une place prépondérante de la crémation, les cimetières gardent leur importance. Selon un sondage 2015 des services funéraires de Paris, 49% des Français préfèrent l'inhumation. Pour poursuivre sur cette thématique, nous allons désormais évoquer un sujet qui ne cesse de faire débat en France, la question de la fin de vie. Jeudi, les pro-euthanasie manifestaient pour la 10e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Et pour évoquer cette très délicate question, nous recevons en plateau Thomas Montero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Thomas Montero, délégué départemental dans les Hauts-de-Seine de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Évidemment, vous êtes, vous, favorable à l'euthanasie, ce qui n'est pas autorisé légalement en France pour le moment. La dernière loi sur le sujet date de 2016 et depuis 2016, la France autorise une sédation profonde et continue pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Concrètement, on va un petit peu peut-être simplifier pour les gens. Il s'agit d'un endormissement jusqu'à la mort du patient. Vous dites que ce qui a été mis en place depuis 2016, cette nouvelle loi n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour parler de la sédation profonde et continue... Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ma précision? Non, c'est pas vraiment ça. Mais disons que la sédation profonde et continue, il faut savoir qu'on meurt de faim et de soif. On ne le dit pas. Oui, parce qu'en fait, on va expliquer le corps médical débranche un peu tout ce qui maintient en vie et ne nourrit plus et ne donne plus... En fait, comment ça se passe? On vous endort, en fait. Donc, on vous met, par exemple, de la morphine, quelque chose comme ça. Donc, vous endormez, vous n'allez plus vous réveiller. Et ce qu'on fait, c'est qu'on arrête, en fait, de vous hydrater et de vous alimenter. Parce qu'on sait que sinon, vous n'allez pas mourir. Vous et moi, on est quand même assez jeunes et assez costauds. En étant endormi, on peut vivre très très longtemps. Si on prend par exemple le cas de Vincent Lambert, qui est assez récent, il a été endormi pendant plus de 30 jours et il n'était toujours pas mort. Donc il y a quand même un réel problème. Nous, on milite vraiment parce qu'il y a un réel problème sur cette loi. On meurt de faim et de soif. Mais encore une fois, s'il y a endormissement, j'ai envie de dire que les gens n'ont plus conscience de leur état, de leur situation, oui. Et qu'on est peut-être là dans un compromis qui peut être satisfaisant ou pas du tout. Alors non, pas du tout. Parce que déjà, tous les médecins qui nous disent qu'on ne souffre pas dans une sédation profonde et continue sont des menteurs. Parce qu'il n'y a aucune étude, ni en France ni dans le monde, qui prouve qu'on ne souffre pas dans une sédation profonde et continue. Donc en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si les gens souffrent ou pas. Donc c'est pour ça que nous, on trouve ça complètement aberrant qu'on n'ait pas le choix d'avoir une euthanasie où là, on est sûr et certain qu'on ne souffre pas. Euthanasie ou suicide assisté, oui. Suicide assisté, déjà, on peut peut-être préciser quelle est la différence dans les deux cas? Bon, c'est juste... alors, l'euthanasie, c'est un tiers, en fait, qui vous injecte le produit. Et le suicide assisté, c'est vous-même qui prenez le produit. Voilà. Donc ça peut être... par intraveineux, ça peut être par solution locale, enfin c'est peu importe, mais en tout cas c'est vous qui prenez le produit dans un suicide assisté. Il y a des gens, et notamment des spécialistes, qui disent qu'aujourd'hui la sédation profonde et continue, c'est presque la frontière est très difficile à trouver finalement avec l'euthanasie, qu'on est presque à l'euthanasie, et que finalement pour les pro-euthanasie, ils pourraient estimer que c'est une victoire. Est-ce que vous estimez pas qu'on est presque à l'euthanasie et que finalement là on joue un peu sur les mots, mais le résultat triste et malheureux qui est la mort du patient et quoi qu'il arrive aboutit? Oui, mais enfin de quelle mort on parle? On parle d'une mort de faim et de soif. Je pense pas qu'on veuille ça en France. On est quand même dans le pays des droits de l'homme. Si on regarde, on a la Suisse, Belgique, Luxembourg. Ils ont tous une loi sur la fin de vie. La Belgique est souvent très en avance par rapport à nous sur toutes les lois dites sociales. Par exemple, si on reprend le mariage pour tous, qu'on peut comparer éventuellement à une loi de liberté comme nous on propose, ils étaient en avance par rapport à nous. Et bien là, c'est pareil. Et ils ont même l'euthanasie pour les mineurs, eux. Donc, c'est vous dire à quel point ils sont en avance. Donc, nous, on demande une loi à peu près comme la loi belge qui ressemblerait... C'est le modèle, justement, j'allais vous poser la question sur le modèle européen. Belge, c'est le modèle belge qu'il faut soutenir selon vous. Oui. Un débat sera lancé l'an prochain pour les états généraux de la bioéthique. Est-ce que vous pensez que clairement le gouvernement français et puis les Français aussi, puisque ça les concerne directement,
sont prêts à bouger sur cette ligne-là? Est-ce que seulement 1 an et demi après la nouvelle loi Leonetti-Claes, on est prêt à bouger une nouvelle fois, à aller plus loin? Oui, parce que de toute façon, nous, on fait beaucoup de sondages à la DMD. Il faut savoir que depuis 20 ans, les sondages sont toujours les mêmes. On pose toujours les mêmes questions. Et il y a toujours le mot euthanasie dans cette question. Les sondages que certains, d'ailleurs, remettent en Oui, bien cause sûr, mais comme toujours, les sondages, on en question. pense ce qu'on veut. Mais en attendant, c'est quand même une majorité écrasante. Il faut savoir que plus de 90% des Français sont favorables à une loi sur l'euthanasie. Ils veulent avoir le choix. Parce qu'il faut savoir que nous, à la DMD, on est une association de liberté. On veut que chacun ait le choix et que ce soit le choix du patient et non pas de ceux qui sont autour du lit. C'est ça qui est très important. Et il faut savoir qu'on milite pour le choix de la personne. C'est-à-dire que si une personne est contre, on veut la respecter nous aussi. Il faut savoir que par exemple, si on prend l'étude de l'INED qui a été faite, c'est un institut très sérieux, ils ont fait une étude sur la fin de vie. Et il faut savoir qu'en France, il y a 4500 euthanasies par an qui sont pratiquées. 4500, alors que c'est interdit. Donc c'est-à-dire illégalement? Illégalement en France. Et sur ces 4500 euthanasies, seulement 0,2% des gens l'ont demandé. Ce qui veut dire qu'il y a, je ne sais combien... À peu près 3400 personnes qui sont euthanasiées en France et qui ne l'ont pas demandé. D'accord. Et donc, ça peut être aussi un contre-argument. On peut dire voilà, que non, mais quand on nous parle de dérive, je veux dire, la dérive, elle est aujourd'hui en France. Il y a déjà des dérives et du coup, il faudrait peut-être... s'il y a une loi, il n'y aura plus de dérive. C'est-à-dire qu'il y aura un cadre juridique à cela. Et nous, attendez, il faut savoir qu'il y a des délais. Hein. C'est pas on arrive comme ça le matin à l'hôpital, on veut mourir et puis non, pas du tout. Il y a des délais, il y a des médecins, il faut que ce soit validé par 2 médecins. Enfin, c'est quelque chose de très sérieux. On accompagne la personne, chaque médecin donne son avis, sachant qu'il y a un des 2 médecins qui ne vous connaît pas. Donc c'est quand même quelque chose, voilà. Pour revenir sur les déclarations récentes de Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, elle s'est dit plutôt, elle, favorable à une évaluation de la loi actuelle. C'est vrai qu'elle est mise en place seulement depuis, je crois, janvier ou février 2016. Elle a un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Est-ce que, selon vous, c'est vrai qu'encore, on est à très court terme là? Est-ce qu'il faut tout de suite tout rechanger? Oui, alors on a la révision des lois bioéthiques en 2018, vous en parliez tout à l'heure. Nous, on espère que justement l'Assemblée nationale va bouger là-dessus et qu'il va y avoir une réelle loi sur la fin de vie en profitant justement de cette révision des lois bioéthiques. Et puis, si, les Français sont carrément favorables. On le voit dans tous les sondages. Et puis, faites un micro-trottoir, allez avec votre micro sur un trottoir et demandez aux gens, vous verrez. Vous parliez tout à l'heure du mariage pour tous, une question qui a beaucoup divisé, on le sait, les Français. Est-ce que là aussi, on ne risque pas une nouvelle fois de peut-être diviser les Français sur des questions qui sont profondément philosophiques et propres à chacun? Est-ce que c'est à l'État de décider? Dernier sondage de l'IFOP, 92% des gens sont favorables à l'euthanasie. Donc ils veulent avoir le choix de pouvoir bénéficier d'une euthanasie. Supposons qu'en 2018, on révise la loi française et que l'euthanasie soit autorisée. Va se poser la question du périmètre, c'est-à-dire du quand. À quel moment on décide qu'on peut autoriser l'euthanasie sur une personne? La frontière, c'est ça aussi le problème principal aujourd'hui. À quel moment on peut décider que quelqu'un est assez malade, assez en souffrance? Comment on mesure la souffrance de quelqu'un? Est-ce qu'on est capable soi-même de mesurer la souffrance pour décider de mourir? C'est pour ça qu'il faut que ce soit le choix du patient. Déjà, il y a quand même un critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une mort certaine et à court terme. C'est le premier critère. Il faut qu'il y ait bien sûr de la souffrance et il faut qu'après la personne l'ait demandé. Il ne faut pas que ce soit les médecins ou les héritiers qui décident pour la personne. Il faut que ce soit la personne. Donc... Il y a une crainte aussi sur les abus. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? Ceux qui disent que si on ouvre la porte à l'euthanasie, après il y aura forcément des abus. Vous parliez des mineurs, il y en a qui disent que ce serait impossible d'euthanasier des mineurs. Sur cette question des abus, là aussi vous répondez quoi? Je leur dis qu'il y a déjà des abus. Non, mais je leur dis qu'il y a déjà des abus en France, qui regardent déjà ce qui se passe en France, actuellement, aujourd'hui. Une autre question, encore une fois, je ne me fais pas l'avocat des anti-euthanasie, j'essaie juste d'être un peu contradicteur. Il y a un débat philosophique qui se met en place, qui consiste tout simplement à dire on ne choisit pas le moment auquel on arrive sur Terre, la naissance. Est-ce qu'on doit décider celui auquel on parle? Comme le dit si bien notre président, le président de la DMD, Jean-Luc Romero, en France, il n'y a pas de principe supérieur dans une république laïque qui oblige les gens à vivre le plus longtemps possible et dans la souffrance. Je pense que ça répond assez bien à votre question. Une dernière question, la DMD, vous êtes aussi favorable, vous, à l'accès universel aux soins palliatifs. Bien sûr, oui. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, le principal point qui pourrait trouver un consensus, je suis sûr, auprès de toute la population, que tout le monde ait accès aux soins palliatifs? Oui, c'est vrai qu'il y a une très très grosse inégalité déjà de territoire en France. Il faut savoir que seulement 20%... Si on n'est pas dans les régions les plus urbanisées... Et seulement 20% des patients en France bénéficient de soins palliatifs, c'est vraiment dramatique. Et M. Leonetti, qui est le monsieur fin de vie de tous les gouvernements de droite et de gauche...
que toutes les lois portent son nom. Bien sûr, c'est lui qui a fait toutes les lois sur la fin de vie en France. Il passe partout sur tous les plateaux télé quand il était aux responsabilités pour dire oui, il faut des soins palliatifs, Comme Jean-Luc Romero aujourd'hui. Oui, mais en attendant, il s'en est pas occupé. Nous, on milite, on est dans la rue et on était encore hier place de la République pour soutenir Jean Mercier qui, lui, a aidé sa femme à mourir et qui se retrouve devant la Cour de cassation. Voilà, donc nous, on fait quand même des actions. Lui, il parle beaucoup des soins palliatifs. Maintenant, 80% des personnes ne peuvent pas en bénéficier. Il faut agir là-dessus, c'est la priorité en tout cas. Évidemment, bien sûr. Merci Thomas Montero d'être venu en plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental pour les Hauts-de-Seine de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Il n'y a pas en ce moment de délégué dans les Yvelines, mais la question va être bientôt réglée, j'ai cru le comprendre. Merci à vous. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Cette semaine marquée par le début de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars prochain, aucun locataire ne pourra être expulsé de son domicile. Pour évoquer cette actualité, nous recevions mardi 2 membres d'associations qui agissent pour l'accès au logement. Extrait. C'est indispensable sur un plan humain, mais ça ne résout strictement rien du problème du logement. Il est exactement le même avant la trêve hivernale, après la trêve hivernale et pendant la trêve hivernale. Et on a probablement tort de penser qu'il est plus facile de vivre à la rue en été qu'en hiver. Caroline Lejard, très rapidement. Je rejoins tout à fait Gérard. En fait, aujourd'hui, il y a un encombrement du dispositif d'urgence. Et pourquoi il y a un encombrement du dispositif d'urgence ? C'est parce qu'un certain nombre de personnes qui sont hébergées dans des hôtels pourraient prétendre à un logement social. Or, il n'y a pas assez de logements sociaux. Il faudrait en construire, on dit 50 000 par an. Pour pouvoir répondre aux besoins de la population française. Donc on est loin de ça. Les communes n'appliquent pas suffisamment la loi SRU non plus, qui les oblige à avoir 20% de logements sociaux par commune. Et rien que dans les Yvelines, il y a des écarts assez importants. Et c'est toujours les mêmes communes où se concentre le logement social et moins dans les communes riches. Donc il y a un manque de logement social qui entraîne un engorgement du système d'urgence. C'était aussi les festivités autour d'Halloween. Comme tous les ans, les enfants sont partis à la chasse aux friandises. Certains adultes, eux, ont fait du sport, comme au Clé-sous-Bois. La ville a organisé son premier trail Halloween. 400 sorcières et vampires avaient du coup rendez-vous pour cet événement. Reportage de Mickaël Elmidoro. Sorcières, chauves-souris, morts-vivants ont tenté ce mercredi 1er novembre la ville des Clés-sous-Bois pour participer à ce premier trail Halloween. Une course à pied au départ du parc Jean Carillon imaginée par les organisateurs depuis le mois de janvier dernier. Sur cette date, il y avait peu de courses dans la région. Donc là, comme il n'y avait rien, je me suis dit pourquoi pas me glisser sur cette date du 1er novembre. Et ensuite, l'idée du trail Halloween pour faire un petit clin d'œil à Halloween coulé de source. Cette course terrifiante proposait de la marche nordique et des courses de 10 et 18 km à travers les bois. Un programme qui a séduit plus de 450 âmes perdues sur cette première édition. On a fait l'Halloween hier soir, ça ne nous empêche pas de fêter. Et puis on vient sans aucune appréhension, on va faire le 18 tranquillement, pas de problème. Super idée, on est super contents. Regardez, ils ont tous mis leurs perruques, ils sont tout beaux. Les thématiques, c'est top. Non, franchement, c'est une très très bonne idée et on est hyper contents d'être là. Malgré la horde de monstres qui l'entouraient pendant la course, Christophe Després a eu le cœur solidement accroché pour remporter le 10 km en 39 minutes et 30 secondes. C'est vrai qu'il faut gérer entre les côtes, le plat. Moi, je suis plus quelqu'un de route, donc le plat m'allait bien. Les côtes, un peu plus dur. Mais bon, aux 3-4 derniers kilomètres, j'ai pu accélérer sur le plat et finir en première position. Une fois l'apocalypse de la course passée, la matinée s'est évidemment terminée par une dégustation d'une potion à base de potiron. Rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition de ce trail Halloween cauchemardesque. Et toujours en rapport avec Halloween, quelques images plutôt sympathiques des animaux du refuge SPA de Plaisir. Eux aussi ont participé, vous le voyez, à la fête. Ils se sont déguisés pour l'occasion, en attendant peut-être de trouver un foyer. Plus que quelques heures avant la fin des vacances, et alors que certains en profitent pour se reposer, d'autres sont en pleine formation au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Une quinzaine de jeunes a passé le BAFA pour devenir ensuite animateurs dans les centres de loisirs. La formation a duré une semaine. Camille Lambert a pu les suivre lors de leur dernière journée de formation. Reportage. Il vole, c'est dans le ciel, il a des ailes, c'est un objet. On peut comprendre pour aller très loin.
Time's Up, qui est qui ou balle américaine, il vaut mieux avoir plus d'un jeu dans son sac pour occuper les enfants. Si ces séances ressemblent un peu à une récréation, ces adolescents sont bien en plein apprentissage. C'est le premier stage du cycle de formation BAFA et il consiste en la découverte des fonctions de l'animateur qui sont donc abordées à travers des temps de réflexion et des temps d'animation sur 8 jours. On privilégie plutôt des temps de réflexion qui leur permettent de découvrir quels sont les différents besoins des enfants selon les tranches d'âge, comment on s'organise et comment on gère la vie quotidienne. Bien expliquer les règles, encadrer, être attentif aux difficultés, autant d'éléments à prendre en compte pour devenir animateur. Une quinzaine de jeunes se prêtent à l'exercice avec plus ou moins d'expérience. J'ai fait beaucoup de colo et d'accueil de loisirs quand j'étais plus petite et j'aimais bien, déjà j'aimais bien les animateurs, je trouvais ça marrant et je sais pas, ça m'a toujours attirée d'animer des enfants, de jouer avec eux. Qu'est-ce qui est difficile de savoir expliquer, par exemple des animations, trouver le temps de les faire et à notre âge c'est un peu compliqué et ce qui est facile c'est en soi quand à partir du moment où on a des petits frères et des petites sœurs on sait un peu comment s'en occuper. J'ai plutôt voulu participer parce que j'entraîne au foot et du coup ça m'apprenait à développer mes connaissances sur les enfants, quoi. Seule condition pour passer son BAFA, être âgé au minimum de 17 ans. Une première étape quasiment validée pour ces candidats. Les futurs animateurs auront encore 2 stages à passer avant d'obtenir leur brevet. Mardi, une rencontre intergénérationnelle était organisée au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. 15 jeunes du club de football local ont passé la journée sur place en compagnie de 15 de leurs aînés trappistes. Oui, ce sont des jeunes du club de football de Trappes. Au programme, visite des lieux et présence lors des répétitions d'un spectacle. Objectif de cette sortie, organisée par l'association Pharma Citoyen, s'ouvrir à d'autres disciplines et aussi renforcer la solidarité. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Le foot est en réalité un loisir important, mais également un prétexte pour faire passer des messages importants. Celui de la solidarité, celui des valeurs de la République qu'on transmet dans chacun de nos actes au quotidien, de nos entraînements. Et aujourd'hui, venir au théâtre, c'est une manière de dire, il y a le sport, il y a la culture, tout ce qui traverse un être et qui le fait grandir et qui le fait s'ouvrir au monde. Santé à présent avec l'inauguration il y a quelques semaines d'un nouveau centre médical à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Basé sur le campus de Guyancourt, ce centre accueille notamment deux médecins généralistes et s'adresse à tous et particulièrement aux étudiants éloignés du domicile familial. Jeudi soir, nous recevions la directrice de ce nouveau centre sur notre plateau. Extrait. C'est une facilité d'accès aux soins pour les étudiants, pour la population générale évidemment aussi. On sait que ça devient compliqué, donc je trouve que c'est sympa de donner un coup de main aux médecins de la ville. Et puis les étudiants, oui, parce qu'ils ne trouvent pas forcément des rendez-vous disponibles. Et puis ceux qui sont loin de chez leurs parents, oui, qui ne rentrent que le week-end, c'est bien qu'ils puissent avoir des consultations de médecine générale en semaine. Sur leur campus. Au lieu d'avoir le médecin généraliste sur le lieu de résidence de leurs parents, de l'avoir directement sur place à l'université, voilà, ça facilite les choses. Oui, bien sûr. Alors juste au niveau des équipements, vous avez 2 bureaux équipés, c'est ça, pour ces consultations? Alors en fait, le centre de santé, il ouvre dans le service médical que nous occupions déjà au niveau de la maison de l'étudiant Martapan, dans laquelle nous avons emménagé en juin 2016. Donc ça, c'est à Guyancourt? C'est à Guyancourt, sur le site de Guyancourt, puisque l'université est multisite et le centre de santé n'est que sur ce site de Guyancourt. Et effectivement, il y a 2 infirmières qui travaillent avec nous depuis longtemps dans le service de médecine préventive. Et le centre de santé, nous sommes 2 généralistes, donc sur 2 cabinets différents au sein du service. Après un mois d'octobre plutôt doux, vous l'avez sûrement remarqué, le début du mois de novembre marque le retour du froid, un élément qui peut endommager vos jardins et plantes. Pour les préserver, quelques réflexes sont à connaître pour l'hiver. Nicolas Dandry et Asna Alouache sont allés glaner quelques conseils du côté des jardins de la vallée. À Magny-les-Hameaux, regardez. Qui a dit qu'il fallait attendre les beaux jours pour jardiner ? En ce début novembre, l'automne s'installe dans nos jardins et cela ne rime pas forcément avec ramassage des feuilles mortes. On peut s'en servir comme de terreau dans les massifs, c'est-à-dire les souffler dans les massifs et après bêcher et donc les incorporer en terre.
Ça permet de créer un engrais vert finalement, voilà. Et donc de l'humus à terme et donc de l'engrais pour vos plantes dans les massifs. Plus étonnant encore, le froid ne nuit pas aux plantes. Un végétal ne réagit pas du tout comme un humain. C'est pas parce qu'il fait froid pour nous que le végétal a froid. Lui, au contraire, c'est vraiment l'époque où il va émettre ses racines. Voilà. Donc, il a besoin de cette période de dormance. Autre surprise d'automne, certaines plantes sont encore en fleurs. On prend son mal en patience. C'est quand même dommage de se séparer de floraison actuellement. Elles, on va les laisser tranquilles. Enfin, le mois de novembre, c'est aussi la période de plantation de certains arbres fruitiers, comme les pommiers. Mais attention, pour les faire fructifier, l'emplacement est important. On va rechercher un minimum de soleil quand même pour que la fructification se fasse bien. Et surtout que le bourgeon au printemps, quand il éclot, soit au maximum au soleil pour essayer d'annihiler les toutes petites gelées. Je vais tailler aussi. Ce qui est important, c'est forcément de bien orienter son sujet et bien sûr de regarder que le collet, c'est-à-dire la base de la plante, soit au niveau du sol. Ajoutez une dose d'engrais naturel et il n'y a plus qu'à attendre le printemps pour la floraison. Voilà. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct à 18h sur les antennes, lundi en direct à 18h sur les antennes de TV78. D'ici là, restez informés et connectés grâce à nos applications TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.